Vous êtes tombé dans l'horizon des événements avec John Michael Gaudier. Musique. John est accompagné du docteur Martin Cordinet. Le docteur Martin Cordinet est astrochimiste au Goddard Space Flight Center de la NASA et professeur de recherche à l'Université catholique d'Amérique. Ses recherches portent sur la chimie des comètes, des nuages interstellaires et des atmosphères planétaires, avec un accent particulier sur ce que ces milieux peuvent nous apprendre sur les origines des étoiles et des systèmes planétaires. Il est l'auteur principal de l'étude récente de la détection JWST d'une coma gazeuse dominée par le dioxyde de carbone autour de l'objet interstellaire 3I, Atlas. Docteur Martin Cordinet, bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup, John. C'est un plaisir d'être ici. Alors, docteur, nous venons de croiser, ou plutôt, c'est elle qui nous a croisés, l'un des développements astronomiques les plus captivants de la dernière décennie, et c'est peu dire vu qu'on a déjà observé deux objets interstellaires jusqu'ici. L'un plein de mystères, l'autre moins énigmatique, mais tout aussi intrigant à sa manière. Et voilà maintenant 3I, Atlas, le troisième objet interstellaire confirmé. Et il est franchement remarquable parce qu'il s'agit sans doute de la chose la plus ancienne qu'on ait vue, à part l'univers lui-même. D'après les indices statistiques sur son trajet, ce truc pourrait dater de 7 milliards d'années, d'une époque antérieure de l'univers. Et ça soulève une question qu'on ne peut pas ignorer. À quoi ressemblait la chimie de la Voie lactée à cette période? 3I. Atlas pourrait bien nous éclairer là-dessus. Qu'est-ce que vous avez découvert jusqu'à présent, en si peu de temps que tout le monde l'étudie? Depuis début juillet, à peu près. Quelles sont les particularités chimiques que vous avez repérées? Et en quoi se distingue-t-il d'une comète typique du système solaire, ou d'un objet banal du nuage d'Oort? Oui, comme vous le dites, c'est un objet vraiment passionnant. Une époque formidable pour être en vie, où on peut assister au passage de ces objets interstellaires dans notre système solaire, à une ère où nous disposons de télescopes ultra-puissants au sol et dans l'espace pour les examiner, découvrir leur nature, leur provenance et leur composition. C'est captivant de réfléchir à l'origine de ces objets, au milieu où ils se sont formés, aux conditions qui y régnaient. Avec cet objet interstellaire, on observe en gros l'un des fossiles les plus anciens jamais vus, un fossile qui renferme une sorte d'empreinte chimique de son environnement de formation et des épreuves qu'il a subies pendant ses pérégrinations galactiques au cours des derniers. Comme vous le mentionnez, plusieurs milliards d'années. Il faut toutefois se montrer prudent quand on évoque l'âge de cet objet, car nous n'avons pas accès à des échantillons isotopiques qu'on pourrait analyser en labo pour une datation précise, n'est-ce pas? Et à ma connaissance, aucun rapport isotopique n'a été établi pour cet objet qui pourrait nous fournir des preuves solides de son âge. Du coup, on doit se rabattre sur des indices indirects pour évaluer son ancienneté. Et la preuve la plus convaincante provient de la comparaison de sa trajectoire avec des simulations dynamiques sur le déplacement de ces objets dans notre galaxie, leur évolution temporelle, et le traçage de leurs orbites jusqu'à un site d'origine probable. Une étude marquante de l'équipe d'Oxford a ainsi élaboré un modèle détaillé du mouvement de ces objets dans la Voie lactée pour retracer la voie de 3I, Atlas et conclure, avec une forte probabilité, qu'il provient d'une région de la galaxie qui paraît très ancienne en termes d'âge des étoiles, à savoir cette fameuse population du disque épais. C'est un ensemble d'étoiles dans le plan de notre galaxie, qui ressemble globalement à une assiette, formée principalement d'un disque. Mais il y a ce disque épais, une population d'étoiles qui se déplace un peu plus vite, qu'on qualifie de cinématiquement chaude. Elle traverse ce disque de manière plus agitée que celle du plan principal. Et cette population du disque épais pourrait être presque aussi vieille que l'univers lui-même. Ce sont parmi les étoiles les plus anciennes de notre Voie lactée, potentiellement âgées de 14 milliards d'années. Si on relie l'âge de 3I, Atlas à cette population, cela implique qu'il pourrait être aussi vieux que certaines de ces étoiles, et les estimations que j'ai vues le situent dans une fourchette de 7 à 14 milliards d'années. Waouh, c'est stupéfiant de songer qu'un des objets les plus antiques de l'univers, potentiellement l'un des plus vieux, traverse notre système solaire, et qu'on a l'opportunité de braquer nos télescopes dessus pour en analyser la composition et jeter un œil direct sur les conditions du système où il s'est formé. On pense qu'il s'est probablement constitué de façon similaire aux comètes de notre. Notre système solaire a ses propres origines, ce qui implique une accumulation progressive lors de la formation des planètes, quand le gaz et la poussière s'agglomèrent pour créer ces petits corps glacés et rocheux qui grossissent petit à petit, et certains finissent par devenir des planètes. Beaucoup d'entre eux ne grandissent pas indéfiniment. Il y a plein de ces objets plus modestes qui virevoltent au moment où les planètes se constituent dans le disque d'une étoile jeune, et on pense que c'est exactement ce qui se passe. On observe ces disques autour d'étoiles juvéniles partout dans notre galaxie, et c'est ainsi qu'on imagine la naissance des planètes à travers la Voie lactée, y compris celle des comètes. Du coup, ce type d'objet se forme dans ces conditions près d'étoiles très anciennes du disque épais, se fait éjecter, et certains traversent notre système solaire après des milliards d'années, où on peut les scruter. Ça nous offre une sorte de portail vers le passé,
et on analyse leur composition chimique via la spectroscopie. Vous savez, on dispose de toute une gamme de longueurs d'onde à explorer dans le spectre électromagnétique, des rayons gamma et X aux ultraviolets, en passant par le visible, l'infrarouge et les ondes radio. C'est comme une boîte à outils complète pour décortiquer les compositions chimiques de ces corps au fur et à mesure qu'ils se réchauffent et libèrent les gaz qu'ils gardaient en réserve depuis des milliards d'années. En gros, il suffit d'interpréter le spectre pour déterminer de quoi c'est fait. Et c'est précisément ce qu'on fait. Les astronomes du monde entier braquent leurs télescopes sur 3I Atlas. On mobilise nos meilleurs instruments spatiaux. C'est une mobilisation générale, un événement rarissime pour observer un objet comme 3I Atlas. Ces venues d'ailleurs passent de temps en temps, c'est le troisième objet interstellaire détecté. Il y en a sûrement d'autres à venir, sans certitude absolue. Celui-ci est exceptionnellement lumineux, plus que Borisov, plus qu'Oumuamua. Rien ne dit qu'on en reverra un d'une telle éclatance. Du coup, tous au poste, tous les télescopes rivés sur le ciel pour le pointeur et en percer la nature chimique. Alors, qu'avons-nous découvert? C'est ce qu'on explore dans nos recherches actuelles, et j'ai justement soumis un article aux Astrophysical Journal Letters sur la composition de 3I Atlas observée par le télescope spatial James Webb. On a obtenu de magnifiques spectres infrarouges de cet objet. C'était une observation brève, un repérage initial pour capter une première idée de ce qu'il est, de sa composition et de certaines caractéristiques. On pourra approfondir plus tard quand il sera plus visible. C'était juste notre première incursion. Et ce qu'on a vu était stupéfiant. La quantité de dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère de cet objet, j'appelle les gaz qu'il émet atmosphère ou chevelure. La chevelure, c'est le terme classique pour décrire ces gaz émanant d'une comète. Rien ne nous obligeait à penser que c'en était une d'emblée, vu qu'on en savait si peu à son arrivée. Mais nos données le rendent très semblable à une comète. Il génère une dispersion de poussière qui diffuse la lumière optique autour de lui, due à l'interaction de cette poussière dans son atmosphère avec le rayonnement solaire. Ce fut la première preuve d'une chevelure, puis on a détecté certains gaz qu'il produit, et grâce à Webb, le télescope James Webb, on a repéré très nettement le dioxyde de carbone, ainsi que des émissions plus faibles de monoxyde de carbone, et encore plus discrètes, celles d'eau, de vapeur d'eau H2O. On commence donc à esquisser son portrait chimique, et ces gaz sont typiques de ceux qu'on trouve dans les comètes bien connues de notre système solaire, comme Halley, Hale-Bopp, 67P, Churyumov-Gerasimenko. Il y a une ribambelle de comètes aux noms exotiques, et on en observe chaque année, en compilant des inventaires chimiques de ces astres. Encore et encore, quand on étudie ces comètes de notre entourage, on détecte ces gaz issus de la sublimation des glaces solides au cœur du noyau, sous l'effet de la chaleur solaire. Ils s'évaporent, forment une chevelure ou atmosphère, et on les observe. Donc, revenons à 3I Atlas, pour répondre à ta question John. Très riche en CO2, étonnamment pauvre en eau. Ça se traduit par un rapport CO2-eau élevé dans le mélange, et comparé aux comètes habituelles de notre système solaire, ce ratio CO2-eau est l'un des plus hauts jamais mesurés. En fait, le plus élevé dans la plage de distance de 3 à 4 unités astronomiques où on a observé cet objet. On pourrait en discuter. Un petit mot sur les variations de ce rapport en fonction de la distance héliocentrique et sur la manière dont il devrait se comporter. Vous savez, cette abondance d'eau relativement faible couplée à une forte présence de CO2, cela risque d'évoluer au fur et à mesure que l'objet se rapproche du Soleil, car la glace d'eau possède des propriétés physiques distinctes de celles de la glace de dioxyde de carbone. La glace d'eau ne sublimate pas aussi facilement, ni ne passe en phase gazeuse. Il faut une température plus élevée pour générer de la vapeur d'eau à partir de glace d'eau que pour produire de la vapeur de CO2 à partir de glace de CO2. On peut donc imaginer que, à mesure que cet objet s'approche, il n'est pas très actif quand il est loin du Soleil. Il provient bien sûr de l'espace interstellaire, à des milliers d'années-lumière, et il a parcouru tout ce chemin pour approcher notre Soleil et commencer à se réchauffer. Ces glaces se mettent alors à sublimer. Et la première à le faire est le monoxyde de carbone. Parmi les composés qu'on observe, le CO est un gaz extrêmement volatile. Il quitte rapidement la phase solide dès que la glace dépasse environ 20 ou 30 degrés au-dessus du zéro absolu, et ce CO passe en phase gazeuse. Puis, à mesure que la comète s'approche davantage du Soleil, le CO2 commence à être libéré. Et l'une des dernières espèces volatiles à s'échapper du noyau est l'eau. Nous pensons donc qu'un tel phénomène est probablement en cours. Et à l'approche du Soleil par l'objet 3I Atlas, le taux de production d'eau devrait augmenter, ce qui fera baisser le rapport CO2-eau. Cependant, comparé aux autres comètes observées dans notre système solaire, si son comportement s'aligne sur le leur, même une fois proche du Soleil, cet objet libérera encore tant de CO2 qu'il paraîtra toujours riche en CO2. Ainsi, en tenant compte de ses effets de température et de distance au Soleil, il reste un corps chimiquement atypique et inhabituel.
Concernant maintenant le monoxyde de carbone et sa faible quantité, examinons cela en premier. Cela pourrait-il signifier que l'objet a frôlé un système stellaire dans son passé, entraînant une perte de ses réserves? Ou bien s'est-il appauvri en CO avant même sa découverte, durant son approche? Est-il si volatile pour avoir épuisé son monoxyde de carbone sans qu'on l'ait encore détecté? C'est une question passionnante qui touche aux caractéristiques des objets interstellaires. Quelle est la composition initiale en composés chimiques et en glace? Provenaient-ils d'un milieu riche en ces gaz? Ont-ils pu les perdre ensuite? Prenons l'exemple d'Oumuamua, on n'a pas détecté spectroscopiquement d'émissions gazeuses chez ce premier objet interstellaire. Parmi les explications pour l'absence d'activité attendue d'un corps glacé froid, on évoque souvent un passage près d'une étoile en route, un chauffage lors de son éjection de son système d'origine, ou une rencontre rapprochée avec une autre étoile dans ce système, ce qui aurait sublimé les espèces les plus volatiles comme le monoxyde de carbone ou le méthane avant même son arrivée ici. Il est aussi possible qu'un traitement chimique ait eu lieu à l'intérieur du corps pendant son voyage. C'est un domaine fascinant à explorer du point de vue de l'astrochimie en laboratoire. On peut irradier ces types de glaces en labo pour évaluer leur résistance, ce qui se transforme ou se sublime, et comparer cela aux inventaires chimiques observés. On vérifie ainsi si les évolutions correspondent à nos attentes, ou si on peut anticiper certains changements chimiques pour les valider par les observations et confirmer nos hypothèses. Revenons à votre interrogation sur le faible niveau de CO. Dans 3I Atlas, le rapport CO dépasse 1, autour de 1,4 je crois, soit un peu plus de CO que d'eau. Dans le contexte global de la science des comètes, c'est même assez élevé. Il faut garder à l'esprit qu'actuellement, il y a une quantité respectable de CO dans cet objet. Mais à mesure qu'il s'approche du Soleil et que l'eau devient plus active, le CO2 ne le deviendra pas autant, si bien qu'il pourrait finir par montrer des signes d'appauvrissement en CO, comme vous le suggérez. Dans ce contexte, parlons un peu de cet astre. Il approche, et nous examinons actuellement son profil à l'entrée du système solaire. Il franchit le périhélie, et nous pourrions l'analyser à l'aide de sondes martiennes ou d'autres instruments, même quand il se cache derrière le Soleil. Puis il s'éloigne sur sa trajectoire. Comment les comètes évoluent-elles en général? Pour celles du système solaire, nous ignorons encore ce que fera celle-ci, mais en ce qui concerne les comètes locales, comment leur composition chimique se modifie-t-elle à la sortie par rapport à leur aspect à l'arrivée? Eh bien, quand une comète traverse le système solaire, la plupart de celles que nous détectons via nos télescopes, ou même à l'œil nu, quand elles illuminent le ciel, passent près du Soleil. L'intensité du rayonnement solaire qu'elles reçoivent en surface croît selon la loi en 1 sur distance au carré. Plus elles s'approchent de l'astre central, plus la chaleur s'intensifie, inversement proportionnelle au carré de la distance. Ainsi, l'échauffement s'accentue vraiment au plus près. Cela provoque une onde thermique qui pénètre depuis la surface. Les enveloppes des comètes sont assez sombres, à l'image de la Lune. Elles paraissent brillantes, mais leur albédo est faible, ce qui signifie qu'elles captent beaucoup de lumière solaire. Cette chaleur thermique progresse vers l'intérieur et réchauffe les glaces emprisonnées au cœur. Ces glaces se subliment, s'échappent sous forme de jets et de dégazage que nous observons. Une fois le périhélie passé, le point le plus proche du Soleil, l'échauffement culmine et l'activité atteint son maximum. Alors que la comète s'éloigne, un effet d'inertie thermique se manifeste parfois. Malgré la distance grandissante, elle continue d'absorber de la chaleur, et le noyau peut encore se réchauffer globalement. Puis, au fur et à mesure qu'elle s'écarte davantage, le chauffage diminue, le refroidissement domine. Elle irradie sa chaleur dans l'espace, et la sublimation ralentit de l'intérieur vers l'extérieur. Le centre se refroidit en premier, avant les couches externes. Si l'eau est plus abondante en surface, moins volatile et moins sublimée, on pourrait noter une hausse de sa présence et une chute des autres gaz à ce stade. Mais c'est un processus compliqué, lié à la structure interne du noyau. En se refroidissant, les compositions chimiques varient à nouveau. Des phénomènes captivants surgissent aussi quand l'objet contourne le Soleil. En pensant aux effets saisonniers, on imagine une comète comme un rocher glacé filant dans l'espace, sans songer à des variations périodiques. Or, les planètes connaissent des saisons dues à leur inclinaison polaire. Les comètes aussi. Elles tournent sur elles-mêmes, avec un axe de rotation. Si cet axe est orienté vers le Soleil du côté nord à l'approche, la calotte nord s'échauffe plus, perd ses composés volatiles, comme l'eau, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone et d'autres glaces. Puis, en orbite autour du Soleil, une autre face peut s'exposer à la lumière, déclenchant une sublimation neuve de matériaux non chauffés auparavant. Les transformations peuvent être marquantes durant ce parcours. Ce sera passionnant, car j'ai déjà observé des comètes depuis Hale-Bopp dans les années 90, en amateur, et elles peuvent s'embraser, réserver des surprises folles au gré des conditions. Celle-ci pourrait bien nous étonner, même si elle ne déraille pas totalement.
C'est fascinant de suivre son évolution complète. Êtes-vous satisfait du volume d'observations réalisées? En tant que scientifique, jugez-vous que les données recueillies sur cet objet sont aussi complètes que possible? Je suis scientifique, j'en veux toujours plus. John, à mon avis, il n'y a pas de plafond au volume de données qu'on devrait collecter sur cet objet unique et exceptionnel. Cela dit, je ne suis qu'un chercheur parmi un réseau mondial d'astronomes qui scrute les fusions de galaxies, la matière noire, la formation d'étoiles. Il y a tant de sujets rivaux pour nos télescopes. Nous vivons une ère extraordinaire en astronomie, avec accès à d'immenses instruments puissants pour explorer ces phénomènes. Mais nous sommes contraints par les budgets que nous demandons et obtenons des agences gouvernementales ou de généreux donateurs. Il y a des organisations qui cherchent à fabriquer des télescopes et à financer ce genre de projet. Donc, je dirais que oui, on en profiterait grandement d'en avoir plus, mais pour l'instant, je suis assez épaté par l'intérêt qu'il suscite auprès des médias internationaux et de la communauté astronomique mondiale. Tout le monde en sciences planétaires est captivé par cet objet et l'observe avec une impatience fiévreuse pour anticiper ses prochaines évolutions. Concernant le temps d'observation au télescope, on ne se contente pas de frapper à la porte d'un de ces grands instruments pour indiquer à l'opérateur où pointer ou de lui offrir une bière pour lui refiler les coordonnées de ce qu'on veut examiner. C'est un processus rigoureux et strictement réglementé qui passe par un examen approfondi par les pairs. Du coup, les rouages tournent parfois un peu lentement, ce qui implique qu'on doit soumettre des demandes officielles de temps d'observation, validées par les protocoles habituels et évaluées par d'autres experts, afin d'accéder à ces ensembles de données et de multiplier les mesures. Actuellement, on est en train de rédiger nos propositions pour ces observations télescopiques, et on croise les doigts pour que les évaluateurs nous accordent ce temps précieux afin de poursuivre l'étude de 3I Atlas de la manière optimale. Je sais aussi qu'il existe des initiatives coordonnées pour mobiliser divers instruments spatiaux afin d'observer 3I Atlas. C'est un objet si exceptionnel que la NASA, avec tout son arsenal spatial, met en place une stratégie pour impliquer le plus grand nombre possible d'appareils issus de missions interplanétaires variées, histoire de le scruter durant la brève fenêtre temporelle disponible. Le problème, c'est que cet objet, 3I, file à vive allure et passe près du Soleil au moment où la Terre se trouve de l'autre côté du système solaire par rapport à lui. Il ne se place pas exactement derrière le Soleil vu de la Terre. Son orbite est inclinée lors de son arrivée, mais il se situe dans une zone céleste qui rend son observation extrêmement compliquée depuis le sol ou avec des télescopes terrestres. Son passage le plus rapproché du Soleil aura lieu le 29 octobre, dans 1 mois et demi environ. Étant si proche du Soleil, on va galérer à l'observer et à le suivre avec du matériel au sol. Il faut donc compter sur les équipements en orbite. Et il y en a pas mal en vol vers différentes planètes. Juno autour de Jupiter, Maven et MRO à Mars, sans oublier les divers atterrisseurs et sondes martiennes actuelles, qui feront un boulot bien supérieur pour l'observer près de son périhélie que ce qu'on pourra réaliser depuis la Terre. C'est stupéfiant de voir cet effort concerté déployé à travers tout le système solaire pour en tirer le maximum sur cet objet. De ce point de vue, je suis persuadé qu'on parviendra à le surveiller avec une fréquence adéquate et une couverture spectrale suffisante, si jamais il réserve une surprise ou un comportement inattendu. Et même s'il reste banal, il est vital de le documenter et de le quantifier. Il va forcément se transformer et évoluer en passant, donc c'est essentiel d'avoir ces dispositifs pour continuer à le traquer tandis qu'il nous intrigue encore les astronomes. À propos de la température de formation. Est-ce que l'endroit où cet objet s'est formé dans son système stellaire d'origine pourrait influencer le profil chimique qu'on observe? En clair, est-ce qu'on peut faire une distinction? Avec un corps si minuscule, peut-être que l'eau est enfouie profondément à l'intérieur, contrairement au dioxyde et au monoxyde de carbone qui seraient plus près de la surface, où il pourrait être chauffé et sublimé. Est-ce plausible, ou est-ce que je me trompe complètement et que ça ne marcherait pas comme ça? Eh bien, on ignore encore sa taille exacte. Il y a eu des estimations préliminaires qui n'avaient pas tenu compte de la coma qui le rendait plus lumineux. Les premières évaluations le plaçaient à quelques dizaines de kilomètres. Mais des mesures plus précises, qui corrigent pour cette coma poussiéreuse brillante et isolent le signal du noyau, indiquent que le rayon du noyau est inférieur à quelques kilomètres, moins de 3 kilomètres environ. Cela dit, c'est quand même une échelle où la différenciation commence à jouer, à l'échelle astronomique ou planétaire. La raison, c'est que la chaleur ne pénètre pas rapidement dans le noyau. C'est une structure physique assez poreuse, presque comme une éponge. Et on le sait grâce aux observations des comètes. Il s'agit des résultats de la mission Rosetta vers la comète 67P, ainsi que de la collecte d'échantillons de poussière cométaire provenant d'autres missions de retour d'échantillons spatiales. On sait que la densité des comètes est extrêmement faible. Du fait de cette faible densité, la chaleur ne parvient pas aisément à s'infiltrer à l'intérieur. Ce qui implique que, même si la comète subit un échauffement notable en surface, cette chaleur ne s'y propage pas en profondeur. Cela dit, si la chaleur imprègne un peu la couche externe, disons 1 mètre ou quelques dizaines de centimètres,
On peut anticiper une perte préférentielle des glaces les plus volatiles dans ces strates superficielles. Plus on se rapproche de la surface, plus il est probable de voir s'évaporer ces composés volatiles, ce qui pourrait laisser des couches plus riches en eau près de l'extérieur, puisque l'eau est moins volatile. C'est une simplification extrême de la théorie thermodynamique complexe et des calculs thermochimiques nécessaires pour évaluer précisément comment la composition chimique interne évolue au fil du temps et des taux d'échauffement. C'est une vue d'ensemble, mais oui, je pense qu'il est envisageable d'obtenir un corps différencié. Vous avez évoqué les corps différenciés en général. On parle ici d'une partie de l'objet riche en CO2, une autre en eau, peut-être une section abondante en composés organiques ou en autres glaces comme l'ammoniac, le méthane, ce genre de choses. Et on observe ce type de différenciation chimique sur d'autres petits corps de notre système solaire. Quand je mentionne ces petits corps, je pense aux lunes glacées. Les lunes glacées de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Aux objets lointains de notre système solaire, les planètes naines comme Pluton, Sedna et ces autres objets transneptuniens. Eh bien, en les examinant, on discerne une différenciation chimique nette des glaces de surface. Cela peut survenir pour diverses raisons. Des processus géologiques, par exemple. Si on regarde les très petites lunes d'Uranus, qui mesurent des centaines de kilomètres de diamètre, elles sont assez imposantes pour que, lors de leur formation dans le disque protoplanétaire ou dans la zone de formation subsatellitaire, il soit fort probable qu'elles présentent une structure chimique différenciée, ce qui signifie que certaines glaces pourraient remonter en surface. Les éléments lourds, les métaux, s'enfoncent vers le noyau. Elles sont suffisamment chaudes pour que ces mécanismes de transport global se produisent, aboutissant à un objet différencié. Classiquement, les comètes ne passent pas pour assez massives afin d'accomplir cela. Elles ne s'échauffent pas suffisamment à leur formation. Lors de leur genèse, elles ne retiennent pas assez d'énergie de formation, de chaleur. Celle-ci se dissipe par rayonnement. Elles restent donc assez froides. Mais on peut imaginer des comètes se formant dans diverses régions du disque protoplanétaire d'origine. Il pourrait y avoir une zone riche en eau avec beaucoup de petits cailloux glacés, peut-être plus près du Soleil, et plus abondante en dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, méthane au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Ainsi, on pourrait créer divers corps dans ces secteurs distincts du disque protoplanétaire via des processus de mélange, par des interactions gravitationnelles et dynamiques dispersant ces objets dans tout le disque. Ils peuvent être déplacés vers l'intérieur ou l'extérieur, et peut-être deux objets chimiquement distincts se rencontrent, fusionnent lors d'une collision lente pour former finalement un seul corps doté d'une composition différenciée. On pourrait donc sonder ces processus dynamiques et chimiques si on détecte des variations marquées dans la composition chimique impossibles à justifier autrement. Un tas d'hypothèses là-dedans. Et je crois qu'un élément qui va dans ce sens, c'est que, vous savez, en observant ces objets du système solaire externe, on a vu avec New Horizons qu'il s'agissait de deux corps fusionnant très progressivement. Vous comprenez, ils entrent en contact, orbitent l'un autour de l'autre puis se touchent. Qu'est-ce que cela implique pour la composition? Or, un aspect captivant de trois atlas, c'est qu'on repère une chimie du nickel, des indices de sa présence, sans vraiment voir de fer, alors que ces deux éléments aiment s'associer. Qu'en pensez-vous de cette énigme sur cet objet? Alors, oui, vous faites allusion à certaines observations réalisées avec le télescope VLT, des mesures spectroscopiques de trois atlas dans la gamme optique et UV. J'en ai connaissance et j'ai examiné ce spectre, avec tant de pics dus au nickel atomique pur. La détection de ces métaux atomiques dans nos comètes du système solaire n'a été comprise que récemment, disons ces 5 ou 10 dernières années, qu'elles en contiennent sous forme de vapeur métallique. Et à ma connaissance, depuis leur identification, on n'a pas réussi à élucider pourquoi les comètes abritent ces vapeurs métalliques. C'est un véritable casse-tête fascinant, et j'ai été particulièrement captivé par les détections de fer et de nickel concernant le deuxième objet interstellaire, 2I, Borisov. Cela suggérait une composition chimique peut-être inattendue, riche en métaux pour une partie de sa matière interne. Aujourd'hui, avec 3I Atlas, on observe une abondance remarquable en nickel, sans traces évidentes de vapeur de fer. Le fer et le nickel naissent tous deux dans les étoiles massives, vers la fin de leur existence. On se demande si cet objet, 3I Atlas, provient d'un système planétaire métallique, autour d'une étoile ancienne où les métaux étaient moins abondants dans le disque protoplanétaire lors de sa formation. Il paraît crédible que 3I Atlas se soit développé dans un milieu relativement pauvre en métaux, pourtant on détecte un signal nickel fort. Chimiquement, c'est captivant. Du point de vue de la synthèse des éléments, pour saisir comment les atomes se forment et ces métaux lourds émergent dans la galaxie, cette découverte promet sans doute des révélations sur la nature du matériau originel de cet objet. À mon avis, il est prématuré d'être catégorique, car on l'observe loin du Soleil. On a évoqué les défis liés à la sublimation des glaces et substances qui passent en phase gazeuse au rapprochement du comète. Le fer pourrait émerger plus tard.
Je dirais qu'il est trop tôt pour affirmer avec certitude que cet objet manque de fer. Avec davantage d'observations, on pourra formuler une conclusion plus solide, explorer si cela reflète une composition élémentaire initiale inhabituelle, et en déduire des implications sur la synthèse et l'enrichissement de ces éléments dans notre galaxie, ainsi que sur leur composition primitive. Oui, c'est une interrogation passionnante. C'est vraiment intriguant de percer les raisons de ces vapeurs métalliques dans la chevelure cométaire. Ce n'est pas évident, car en chimie interstellaire et en chimie des poussières, on sait que les métaux préfèrent rester solides. Si vous deviez fabriquer un objet résistant au feu, opteriez-vous pour de la glace, du bois ou du métal? C'est clair, non? Ces atomes métalliques s'agglutinent, forment des métaux solides. Pourquoi se vaporise-t-il en gaz dans la chevelure d'un comète, sortant d'une phase glaciale très froide, liée à beaucoup de glace? C'est un phénomène étrange, une énigme idéale pour les chimistes. On dirait que ces atomes de métal sont liés dans une structure chimique libérée lors de la sublimation, en même temps que les glaces. Comme je le disais, c'est un défi pour les chimistes en laboratoire, à explorer et expliquer. C'est une question chimique immense. C'est passionnant, car on scrute, en apparence, une chimie primitive pour l'univers. Les choses pouvaient différer à l'époque, surtout si c'est très ancien, ce qui pourrait indiquer certains aspects. Avec les météorites, on trouve bien sûr plein de nickel et de fer dans nos collections. Cela suggère que c'est un peu différent quand on se forme très loin de son étoile. On le voit aussi avec les chondrites carbonées, où ces métaux diminuent. Ces chondrites sont liés à des comètes ou du matériau cométaire, et les métaux y baissent, mais persistent au même ratio, typiquement 7% de nickel et le reste en fer, sans émission de fer ici. C'est un peu bizarre. Est-ce possible que les astéroïdes se différencient? On a les palasites, intermédiaires entre chondrites et météorites ferreuses, puis les météorites de fer, mais les comètes ne le font pas vraiment. Cela en dit-il sur l'endroit de formation de cet objet dans son système stellaire d'origine? S'est-il formé dans un lieu glacé, comme notre nuage d'Oort, ou un peu plus près? C'est ce qui rend l'affaire curieuse, et ça pourrait éclaircir certaines bizarreries. Oui, il y a tant d'interrogations sur les abondances chimiques des astéroïdes et leur origine. Comme tu l'as bien noté, les astéroïdes peuvent être différenciés, issus de corps plus grands ayant subi une différenciation thermique. Pour les comètes de notre système solaire, la présence de glace très volatile, hypervolatile comme le méthane et le monoxyde de carbone, indique que nos comètes intègrent du matériau formé à des températures extrêmement basses. Et même le N2, l'azote moléculaire, a été repéré dans ces OME 67P observés par la mission Rosetta. C'est d'une volatilité extrême, au point que ça ne résisterait pas à un quelconque traitement thermique. Du coup, je ne pense pas que nos propres comètes aient subi beaucoup de tels processus thermiques. Elles intègrent toutefois des grains issus de la mission Stardust, où des poussières cométaires ont été capturées et ramenées sur Terre dans un gel particulier qui a préservé ces grains intacts. Ouais, ce fameux aérogel où tout le monde, en vrai, jouait les scientifiques citoyens, tu sais, à scruter ces minuscules particules incrustées dans l'aérogel de cette mission. C'est tout bonnement stupéfiant. Ouais, c'était dingue que tant de ces grains aient été repérés. Et même si une bonne partie des composés organiques s'est consumée, je crois qu'une quantité respectable de métaux a subsisté. Ces grains extraits de l'aérogel se sont avérés contenir des minéraux, des olivines, des silicates riches en fer, qui ne se forment que sous des températures très élevées. Et ça nous indique que les comètes peuvent abriter des matériaux nés de chaleurs intenses, mais ces grains-là, tu vois, ils sont minuscules, on ne parle pas de particules visibles à l'œil nu. Plutôt des trucs microscopiques, de l'ordre du micron. Et ce genre de grains, qu'on trouve bel et bien dans les comètes, renferme ces substances métalliques dont on discute. Donc, ils peuvent tout à fait s'intégrer aux comètes, mais la chimie exacte de ces éléments et la manière dont ils pourraient générer une simple vapeur atomique lors de la sublimation, pour moi, ça reste un vrai mystère. À propos de la luminosité de Troie Atlas, qu'on a effleuré plus tôt. Elle est inhabituellement vive pour ce que c'est. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire non plus. Tu ne vas pas sortir et l'apercevoir à l'œil nu sans un télescope de 20 cm ou plus. Mais elle brille fort, et ça crée cette incertitude sur sa taille, que Hubble a un peu clarifiée. Tu as mentionné 2,5 km environ, ce qui est franchement petit par rapport à une comète comme Halley, par exemple, qui était bien plus imposante, de l'ordre de plusieurs fois ça. Halley faisait environ 10 km. Ouais. Elle était 4 fois plus grande à peu près. Donc, c'est un petit corps, mais la mesure n'est pas hyper précise. Et certains ont avancé que si l'objet s'avérait vraiment gros, l'estimation haute était autour de 24 km début juillet, mais je pense que ça ne tient pas la route solidement pour l'instant. Ça le rendrait sacrément bizarre. Y a-t-il quelque chose chez cet objet qui te fait tiquer? Au-delà de la chimie, qui est fascinante à sa manière, mais pas inexplicable. Y a-t-il un truc qui te laisse perplexe?
vu la polémique autour de cet objet, qui te pousse à te dire que c'est un peu trop louche, ou est-ce que ça reste dans les clous de ce qu'on pourrait attendre d'une comète interstellaire, en tenant compte de tout ce qu'on ignore encore? Ouais, excellente question, et il y a pas mal de trucs étranges chez cet objet. Est-ce qu'il y en a de trop bizarres pour s'expliquer par des phénomènes naturels? Je ne crois pas, personnellement. Mais d'après ce qu'on sait de son orbite, de sa trajectoire, c'est un peu inattendu, au point qu'on pourrait dire qu'elle suit un chemin statistiquement improbable à travers le système solaire. Et je tiens à saluer le boulot des modélisateurs dynamiques pour ce qu'ils ont accompli en reconstituant les trajets potentiels de ces objets à travers la Voie lactée, car il y a effectivement une plus forte chance de croiser ces trucs venant de certaines zones du ciel, du fait que le Soleil se déplace dans la galaxie, et aussi des probabilités accrues que ces objets surgissent de certaines constellations, en fonction des courants galactiques. Ils interagissent avec les champs gravitationnels et les marées galactiques qui les bousculent et les alignent en filaments. Et le modèle d'Oxford indiquait que cet objet surprend un peu par sa provenance. Il arrive d'une direction opposée à l'apex solaire. Donc, si tu choisissais un objet interstellaire au hasard, tu t'attendrais à ce qu'il vienne de l'hémisphère nord de la sphère céleste. Celui-ci vient du sud, de la zone du Sagittaire. Et cette origine en soi est un peu curieuse, mais pas au point de la qualifier d'extrêmement improbable statistiquement. Tu sais, ces objets peuvent débarquer de n'importe quelle direction céleste. Le fait qu'un arrive par là, avec un angle très proche de l'orientation de notre plan écliptique, le plan dans lequel orbitent toutes nos planètes autour du Soleil, et Troie Atlas s'approche à 5 degrés de ce plan. Ce détail, déjà. Il est aussi assez improbable que ce corps suive une telle trajectoire qui le rapproche autant de Mars, de l'orbite terrestre, et qu'il continue ensuite vers l'extérieur. Plus tard, en s'éloignant, il effectue un survol très serré de Jupiter. Par conséquent, la voie réelle de cet objet est un peu surprenante, mais, comme je le dis, pas au point de me faire soupçonner quoi que ce soit de vraiment bizarre. C'est juste un aspect remarquable. Je pense que d'autres particularités intrigantes à propos de cet objet, en plus de la chevelure riche en CO2 et en nickel dont nous avons déjà parlé, méritent d'être soulignées. Lors de sa découverte et dans les semaines qui ont suivi, il présentait une éjection ou plutôt un renforcement en direction du Soleil dans la chevelure, ce qui indique que la poussière de la chevelure avait une tendance à l'asymétrie orientée vers le Soleil. Étant donné que cet objet traverse notre système solaire sur une orbite qui passe relativement près du Soleil, cela implique que, si vous vous teniez sur le noyau de la comète et que vous regardiez vers le haut en direction du Soleil, cette orientation serait similaire à celle du mouvement de la comète. C'est précisément dans cette direction qu'il semble produire préférentiellement sa chevelure, du moins au début. Les images les plus récentes du télescope Gemini montrent cependant le contraire par rapport aux premières observations lors de sa détection. Il affiche maintenant une queue ou une traînée de débris plus classique pour une comète ordinaire, pointant dans la direction opposée au Soleil. Il se comporte donc un peu plus comme une comète standard à présent. On pourrait se dire que voir une comète avec une queue dirigée vers le Soleil est vraiment étrange, mais nous le considérons plutôt comme une plume. Et en y pensant comme une plume, ce n'est pas si étonnant d'imaginer une situation où le noyau de l'objet se réchauffe du côté exposé au Soleil, là où les rayons frappent et chauffent la surface. C'est là que la production de gaz est probablement la plus intense, expulsant la poussière vers le Soleil. Figurez-vous que cet objet n'a peut-être pas subi de chauffage depuis des milliards d'années. Au moment où il commence à se réchauffer, il pourrait y avoir des événements d'éruption soudaine, avec une pression qui s'accumule sous la surface, menant à des éjections violentes de poussière lors des phases initiales de réchauffement. Cela pourrait propulser le gaz et la poussière vers le Soleil. Du coup, de ce point de vue, oui, c'est un objet fascinant. Il provient d'un endroit un peu inhabituel, et il a fait quelque chose un peu étrange et inattendu quand on l'a observé. Mais je ne trouve pas surprenant qu'un corps venant d'une région si éloignée de la galaxie agisse de manière un peu atypique au début de son chauffage. Ce qui est captivant avec ce pic solaire ou cette antiqueux, appelez ça comme vous voulez, c'est que je suis prudent là-dessus, car les comètes peuvent produire une antiqueux apparente de deux façons. L'une est le chauffage préférentiel dont vous parlez, qui l'envoie dans une direction spécifique, mais il y a aussi un effet optique ou de perspective pour les antiqueux chez les comètes. J'ai vu ça avec Halley, par exemple, donc il y a deux mécanismes en jeu. C'est intriguant, mais je ne pense pas qu'on doive en faire trop une montagne. Cela dit, ce que je veux vraiment insister, c'est sur son arrivée sous un angle un peu curieux, qui pourrait devenir bien plus bizarre. Imaginez si nous avions eu tous ces engins spatiaux pendant l'alignement du Grand Tour, que nous avons exploités avec Voyager 1 et 2. Vous voyez un objet qui arrive et qui fait des passages très proches, comme un vaisseau Voyager, auprès de autant de planètes que possible en fonction de son origine. Ça pourrait devenir beaucoup plus étrange, au point de vraiment faire hausser les sourcils, basé sur les alignements du système solaire. Si une civilisation extraterrestre voulait inspecter tout ici, on pourrait faire bien mieux que ça et passer beaucoup plus près des planètes en profitant des configurations orbitales. Et ce n'est pas si difficile de pointer un télescope vers le système solaire pour calculer les orbites des planètes.
On le fait nous-mêmes. Donc, ce n'est pas si hors norme. Mais j'ai une dernière question pour vous. Devrions-nous même l'appeler une comète, ou plutôt une exocomète? C'est une question qui me trotte dans la tête, et je m'inquiète de ces détails. Devrions-nous l'appeler l'exocomète? Et devrions-nous adopter une terminologie complètement différente? Vous savez, on a déjà un I, deux I et ainsi de suite, mais faut-il changer notre façon de nommer cet objet? Ouais, j'aime bien cette idée en fait. C'est un peu maladroit. Il m'est venu à l'esprit qu'il serait utile de toujours comparer cette comète aux comètes de notre propre système solaire. En d'autres termes, il faut trouver un moyen de discuter de cet objet dans le cadre des comètes, peut-être sans l'appeler directement une comète. C'est sympa de garder le terme « comète » pour celle de chez nous, non? On les étudie depuis des milliers d'années si on remonte aux archives historiques. Les comètes ont captivé les astronomes au fil des siècles, et on en a appris beaucoup sur leur chimie ces dernières centaines d'années. Du coup, pour aborder ces nouveaux objets et leur rendre justice par rapport à nos comètes locales, je dirais que les qualifier d'exocomètes est tout à fait justifié. Il existe déjà un domaine de recherche dédié aux exocomètes dans les disques protoplanétaires ou les disques de débris autour d'étoiles jeunes, où l'on pense que la poussière et le gaz s'assemblent pour former de nouveaux systèmes planétaires. On y observe des signes de corps qui libèrent des gaz, qu'on appelle exocomètes parce que l'analogie est avec les exoplanètes. Vous voyez? Les exoplanètes sont des planètes orbitant autour d'autres étoiles. Les exocomètes correspondent donc historiquement au terme inventé pour désigner les comètes autour d'autres étoiles. Cela dit, comètes interstellaires me semble un nom bien adapté pour ce genre d'objet, vu qu'ils ont passé la majeure partie de leur existence dans le milieu interstellaire. J'aime bien comète interstellaire. Exocomète pourrait marcher aussi, ou on pourrait dire exocomète anciennement. C'est fascinant, d'ailleurs. Je me souviens d'articles d'il y a quelques années qui avaient analysé les données de Kepler et repéré ce qui ressemblait à des systèmes exotransitants avec un profil très précis. C'était vraiment intriguant. Mais je me demande, avec une meilleure capacité d'observation, imaginons un supertélescope comme Kepler amélioré, pourrait-on distinguer si une comète passant près d'une étoile exo est en fait interstellaire, traversant le système en orbite hyperbolique? Je ne crois pas que quiconque ait poussé la réflexion aussi loin. Docteur, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, et je vous souhaite bonne chance pour la suite de vos études sur cet objet. Je prépare le pop-corn, en quelque sorte, pour examiner la chimie de cet objet et son évolution au passage dans le système stellaire. Merci beaucoup, John. Ouais, on a encore du pain sur la planche. Event Horizon et ma chaîne sont désormais disponibles en podcast sur Apple Podcast, Spotify et les adhésions YouTube. Épisodes sans pub en avance, bonus et contenus axés sur le sommeil. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur les liens ci-dessous pour votre plateforme préférée. Musique. Applaudissements. Musique, chaleur. Chaleur. Musique, chaleur. Chaleur. Musique.